Bonjour et bienvenue dans cette édition. Samedi et dimanche, Concarneau accueille la 7e édition du festival Déséquilibre. On détaille le programme de ce festival d'art de rue avec notre invitée Géraldine Jarraud de l'association Antopia. Mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 2 octobre 2012 dans le Finistère. Après 10 jours d'arrêt, les bateaux de la compagnie Brittany Ferries ont repris la mer ce mardi. Du côté des syndicats de la compagnie maritime Roscovit, l'ambiance est maussade. Ils n'ont pas obtenu gain de cause face à la direction, mais la bataille ne semble toutefois pas terminée. Les explications de Pauline Ferco et Pierre-François Vatras à Roscoff. Les bateaux de la Brittany Ferries larguent enfin les amarres ce mardi, mais le moral des troupes est loin d'être au beau fixe. Si 59% des salariés ont signé l'accord mettant fin à la crise, 41% se sont prononcés contre et aujourd'hui, tous doivent reprendre le travail ensemble. Effectivement, une ambiance plus que morose avec des gens extrêmement tendus, extrêmement déçus, extrêmement découragés. Donc ça va être assez difficile à remettre toute la mécanique en route, je pense. Par ailleurs, les salariés ont découvert que les journées de lock-out, c'est-à-dire de blocage de l'activité par la direction, ont été décomptées de leur fiche de paye. De quoi remettre un peu d'huile sur le feu. Je crois que la première chose à faire, ça va être de se renseigner si tout ça c'est bien légal, parce que autrement ça voudrait dire que dès demain, s'ils veulent obtenir encore ne serait-ce que quelques concessions sur le social, eh ben, ce serait encore la possibilité de mettre les bateaux le long du quai. Et pour cet avocat de Landerneau, aucun doute, ce lock-out imposé par la Brittany Ferries est illégal. Alors, effectivement, la jurisprudence a été amenée, sur le principe, à considérer qu'une mesure de lock-out est illicite, c'est-à-dire c'est une faute contractuelle de la part d'un employeur, à l'exception d'un cas de force majeure, c'est-à-dire une situation contraignante, situation qui rend impossible la poursuite de l'activité normale de l'entreprise. Ça ne peut pas être pour une raison commerciale, ça c'est exclu. Ça peut simplement effectivement être pour des raisons de sécurité ou pour des risques de violence dans le cas d'une greffe. Mais on n'est pas du tout effectivement dans ce cas-là. Donc il paraît quand même assez difficile de justifier cette mesure de fermeture qui a été prise par la direction. Alors, bataille juridique à venir ou pas, quoi qu'il en soit, avec plus de 500 000 € de pertes journalières, ces 10 jours de conflit ont déjà laissé des traces importantes pour l'entreprise Roscovit. Le centre de formation du Stade brestois ne devrait pas sortir de terre tout de suite à Plougastel. L'association Bretagne Vivante a déposé un recours mi-septembre contre le permis de construire. Argument avancé, la présence d'espèces protégées sur le potentiel site de construction. Le terrain serait en effet habité par l'escargot de Quimper, mais aussi l'écureuil roux et une espèce menacée de fougère. On écoute Daniel Malengros, l'administrateur de Bretagne Vivante. Nous n'avons pas été entendus, nous avons eu vraiment l'impression d'un rouleau compresseur qui se lançait. On a lancé effectivement les appels d'offres, le permis de construire, tout a été lancé dans la foulée. Alors que sans arrêt, nous tirions la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous allons dans le mur, nous allons droit dans le mur ». Mais visiblement, nous n'étions pas entendus à ce sujet. Nous ne voyons pas comment un projet peut se développer sur ce site qui, je le rappelle, est un site naturel de très grande qualité. Nous sommes toujours ouverts à la discussion avec des partenaires, notamment avec les collectivités territoriales. Et si, bien entendu, le président de BMO souhaite recueillir notre avis sur la pertinence d'un nouveau site et d'un nouveau projet, nous sommes à sa disposition pour le rencontrer. Et une manifestation en faveur du centre de formation est prévue samedi matin sur le site de Plougastel. Elle est soutenue par les supporters du Stade brestois et la municipalité de Plougastel. Les nouvelles technologies au service du patrimoine breton, le centre de ressources techniques à Morlaix numérise et radiographique toutes sortes d'objets anciens, une méthode unique en Bretagne pour sauvegarder les richesses historiques. Erwan Lousseau. Voilà une machine qui pourrait venir tout droit de la planète de Superman, avec des pouvoirs qui, en prime, s'apparentent à ceux de l'homme à la cape rouge. Propriété du centre de ressources techniques de Morlaix, cette haute technologie de numérisation 3D est unique en Bretagne.
Au départ, c'est une technologie qui était essentiellement prévue pour de la métrologie de pièces industrielles. On a dérivé son application pour des buts de conservation et numérisation du patrimoine. Actuellement, on ne récupère que donc la forme extérieure, la colorimétrie viendra dans un deuxième temps. Ces visualisations 3D sont à destination des musées, des historiens ou des chercheurs pour qu'ils en conservent une trace originelle dans le but de les étudier ou de les restaurer. Mais elles ont également une vocation touristique. On peut les voir par exemple sur une vidéo, on peut les voir par iPhone, par iPad, ce qui permet justement une meilleure diffusion de ces œuvres méconnues du public. Et à l'instar de Superman, le CRT n'a évidemment pas qu'un seul pouvoir, il possède également une machine capable de voir à travers la matière. La science parle de radioscopie. C'est-à-dire une image dynamique qu'on peut faire bouger dans tous les sens et qui va permettre de voir, d'avoir la sensation, déjà une impression de 3 dimensions. L'objectif, c'est de comprendre comment la pièce a été fabriquée. Si elle est détériorée, par exemple cette pièce est en bois, elle peut présenter des trous causés par des vers ou autre chose, et faire un diagnostic, ça permet de faire un diagnostic qui permettra de faire une rénovation au plus juste et sans avoir à la faire à l'aveugle. Une technique qui a d'ailleurs permis dernièrement de percer le secret du trésor de Saint-Jean du Doigt et donc de constater que le fameux doigt de Saint-Jean était bel et bien présent dans son reliquaire. Le dernier examen de ce doigt remonte quand même à 1805 et c'est un certain Aimard de Blois qui en avait eu le privilège. Une idée sortie pour ce week-end. Samedi et dimanche se déroule à Concarneau le festival Déséquilibre, un festival d'art de la rue. Géraldine Jarreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Antopia, à l'origine de ce festival. Quel est le programme de cette 7e édition ? C'est un programme chargé justement pour fêter les 10 ans de l'association. Et puis nous commencerons même par une avant-première vendredi soir d'un spectacle qui s'appelle Polisque et qui regroupe de la gravure sur métal en direct avec de la musique, des artifices et puis tout ça juste pour lancer le festival. Quelle est la suite du programme ? Alors on commence le samedi vers 15h. Et puis on aura des avant-premières de spectacles d'artistes qui sont déjà venus nous voir, mais qui nous présentent les nouveautés. Et puis de la danse verticale aussi qui se passera sur la tour de l'hôpital. Il y aura pour le samedi un concert aussi. Et le samedi soir, on aura un grand spectacle pyrotechnique et un concert. Voilà, ça c'est pour le samedi. L'association fête ses 10 ans avec cette 7e édition, donc c'est une manière de rendre hommage à tous les artistes qui sont passés ? Oui, parce que le festival a 7 ans, l'association 10 ans. Et donc on avait basé l'association, on ne savait pas trop au départ comment l'appeler. Et Antopia est venu de « Ah, nous tous, on peut y arriver ». Si on prend la première lettre, on arrive à Antopia. Et ça nous permet justement, à chaque fois, de pouvoir réunir toutes les personnes que ça intéresse pour pouvoir faire un festival nouveau à chaque fois. Alors à ce festival, il va y avoir combien de compagnies ? Elles viennent d'où ? Alors on a une 50aine d'artistes. Il y en a quelques-unes qui sont de la région. Et puis on a aussi de Bordeaux, de Lourdes, de Poitiers. Donc on n'a pas encore l'Est de la France, mais ce sera pour la prochaine édition. Comment les artistes s'intègrent dans la rue ? Parce que c'est des arts de la rue, donc ils prennent possession des rues, des petites ruelles, des places. Alors en fait, la ville close, elle est mine de rien assez grande. Donc on a les rues qui vont servir aussi qui seront investies elles aussi par le défilé du lendemain. Mais par exemple, juste à l'entrée de la ville close, on a maintenant Don Quichotte et Sancho Panza qui sont des sculptures de Marc Morvan et qui sont arrivées aujourd'hui. Et dans l'espace, on aura des sculptures, on aura notre funambule qui va faire des essais, on aura des spectacles de feu, comme je vous disais, de la danse sur la tour de l'hôpital, des concerts au Carré des Larrons qui est utilisé uniquement l'été d'habitude. Et donc voilà, on investit toute la ville close pour que les artistes trouvent leur place et que le public aussi. Et alors, dimanche, le festival commence avec un défilé où artistes et les gens de la ville peuvent venir. Et d'ailleurs, quelle va être la suite du programme ? Alors, une fois qu'on sera tous rentrés dans la ville close, là, c'est l'association Glawara qui présente son défilé de mode baroque. C'est-à-dire qu'on soit très beau ou pas, on part du principe que tout le monde peut défiler et tout le monde peut apporter quelque chose. Donc on arrive en ville close, on fera ce deuxième défilé. Et puis ensuite, c'est un pique-nique géant, mais c'est un pique-nique où si vous avez envie d'apporter à manger, vous apportez, on vous laisse les barbecues. Et si vous n'avez pas pensé à le faire, on a tout prévu.
Et donc l'après-midi, on vous présentera d'autres spectacles que ceux de la veille, mais il y aura il y aura 7 spectacles qui seront présents et le samedi et le dimanche. Comme par exemple si vous venez toute seule ou avec des amis, eh ben, il y a un sauna pour vous, avec tout ce qu'il faut, qui est prévu. Il y a aussi des jeux géants en bois pour les enfants, mais qui permet à plusieurs générations de pouvoir jouer ensemble. Donc on aura aussi le funambule, qui prépare son nouveau spectacle, et donc il prépare devant vous. On a donc la danse verticale sur la tour, et en fait tout le week-end, où que vous regardiez, quel que soit le temps que vous preniez, vous aurez quelque chose qui va vous étonner. C'est pour les grands et les petits. C'est vraiment pour tout le monde, et on part toujours du principe que venez avec vos soucis et vous repartirez que avec du rire plein les yeux, parce que c'est tout ce qu'on veut. Et alors c'est gratuit ou c'est payant? Alors c'est gratuit, mais il y aura des chapeaux. Donc ça veut dire que si vous n'avez strictement rien dans les poches, venez quand même. Et si les spectacles vous plaisent, n'hésitez pas, ça nous permettra à nous de pouvoir préparer une autre édition l'année prochaine. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Géraldine Jarraud. On rappelle que le Festival Déséquilibre se déroule ce week-end à Concarneau. Plus d'informations sur le programme et les artistes sur www.antopia.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée et à demain.